Je voulais commencer par l'actualité un peu chaude. Je pense qu'on vous en a déjà parlé, mais sur votre discours pour les Césars, où vous valorisez aussi le fait d'être passé par plusieurs postes avant d'arriver pour le César des meilleurs décors pour l'inconnu de la Grande Arche. Je voulais savoir un peu comment vous décriviez votre parcours en quelques lignes et aussi pourquoi vous pensez, ou en tout cas est-ce que vous pensez que le fait de toucher un petit peu à tout aujourd'hui et de pouvoir balayer aussi plusieurs métiers est une force? Déjà, moi, effectivement, je défends le fait que essayer des choses, c'est de toute façon se nourrir. Donc, d'être à la fois dans la scénographie, être chef déco et être réal, c'est des choses qui se complètent et qui comment dire, amènent, je trouve, une identité. J'ai jamais voulu choisir, en fait. C'est ça le truc. C'est que j'ai jamais voulu choisir la scéno plus que le théâtre, plus que le cinéma. Je trouvais pas ça juste, en fait. Je me disais, mais la vie, elle est belle, elle est grande, on peut en profiter et faire différentes choses. Et donc, moi, cet espace-là de choix, il était vraiment nécessaire. Évidemment, il y a eu plusieurs personnes dans ma vie qui m'ont dit, à un moment donné, il faut que tu caches ou que tu dises pas que tu fais ci, que tu fais ça, etc. Mais je me suis dit, mais en fait, pas du tout. Je vais pas cacher parce que ça sert à rien. J'ai eu parfois peur parce que je me disais, c'est pas très commun finalement d'avoir une personne qui fait de la déco et qui fait de la réal. On a souvent un chef-op, une actrice, voilà, ou tout simplement, on a fait une école de cinéma et on devient réalisateur. Moi, c'est vrai que c'est pas mon chemin. Mais pour autant, je trouve que en ce moment, je sois un peu mise en lumière par ce César, etc. J'ai l'impression que ça ouvre la voie à des personnes de dire, en fait, essaye à ta façon et pourquoi pas, peut-être que ça marchera ou peut-être que ça marchera pas, mais en tout cas, il faut essayer. Et si on n'est pas pris dans une école, c'est pas grave. Ce qui compte aujourd'hui, c'est l'expérience. Moi, on m'a jamais demandé mon diplôme de quoi que ce soit. Mais je trouve que permettre à des jeunes aujourd'hui d'essayer, c'est le plus important. Voilà, je crois que c'est ça qui me plaît. Et puis dans le discours des Césars, c'est vrai que moi j'ai parlé beaucoup du parcours d'être une femme aujourd'hui dans ce métier. Et c'est vrai qu'être une maman, subir un divorce, puis créer son propre film, j'ai eu beaucoup de chance d'avoir eu un réalisateur comme Stéphane Desmoustiers qui m'a complètement soutenue dans chacune des situations et qui ne m'a pas mise de côté. Donc c'est à la fois hyper classe de sa part, hyper généreux. Et je trouve qu'aujourd'hui, de relever des hommes comme ça, c'est important parce que voilà, il y a un discours beaucoup sur les hommes aujourd'hui, c'est pas simple. Mais quand il y en a qui sont super, c'est bien de le dire. Et en l'occurrence, pour Stéphane, j'avais besoin de le remercier à cette place-là, ce soir-là. Et de dire aussi aux femmes, ok, tu vas avoir un enfant, mais c'est pas grave, ça marchera très bien. Il faut apprendre à tricoter sa vie, en fait. C'est pas la fin d'une carrière, nécessairement. Non, c'est pas du tout la fin d'une carrière. Moi, mes enfants m'ont porté, ils m'ont au contraire donné beaucoup de force pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Et c'est vrai que ça demande une organisation. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ai aussi imposées. C'est-à-dire qu'ils m'ont toujours accompagnée. Que ce soit en Afrique, ou que ce soit en France ou ailleurs, ils m'ont accompagnée sur mes projets. Et pour eux, ça a été des ouvertures, ils voient leur maman qui agit, qui fait des choses. Alors voilà, moi, je ne suis pas une maman hélicoptère, comme on dit. Je suis plutôt une maman phare, où j'aime bien leur montrer des voies. Et en l'occurrence, mes enfants, je leur montre quotidiennement cette voie-là de « essaye ». Il faut essayer, quoi. Il faut faire, voilà. Dans un premier film, il y a toujours des éléments forcément très personnels. Qu'est-ce qui vous a conduite à travailler sur la mémoire, la transmission, les non-dits et sur cette chose qui vous est arrivée, du coup, de découverte, en fait, de toute une vie cachée envers une personne qu'on aime, qui nous aime, et pourtant, il y a cette chose comme ça qui n'est pas dite. Ouais. En fait, des non-dits dans les familles, il y a beaucoup d'histoires sur ça. Il y en a énormément. Et moi, voilà, j'en ai été quelque part un peu victime aussi. C'est vrai que cette usurpation d'identité, la mort de ma mère, c'était deux gros sujets, en fait. Mais quand même, à l'arrivée, de l'avoir traversé, d'avoir vécu tout ça, je me suis dit, un jour, j'aimerais bien faire un film sur ça et pousser les gens à pouvoir se parler plus, se dire, en fait, les choses, parfois pas les choses les plus simples à dire, mais essayer en tout cas. Et
Et c'est vrai que c'était un peu mon moteur sur cette fabrication de projet. Je me suis dit, il faut à la fois accompagner l'endroit du drame, qui est la perte d'un parent, qui est un passage qu'on va tous vivre un jour, ou qu'on a vécu, et à la fois l'usurpation d'identité, qui est quand même un problème économique, un fléau en fait, de plein de gens qui vivent ça. Donc moi, en l'occurrence, c'est ma mère, mais il y a effectivement des gens qui usurpent l'identité de leur frère ou de leur sœur ou de leur conjointe. Donc j'avais besoin de parler de ces gens qui vivent dans le mensonge, parce que le mensonge... C'est intrafamilial. Mais bien sûr, et ça te tue à petit feu. Ça, voilà, moi, c'est un truc que j'ai jamais raconté ça, je crois, mais ma mère, elle a eu un cancer de la gorge, par exemple, qui est en fait un cancer où si tu as ça parce que tu fumes, tu vois, ou alors c'est parce que tu as la pollution, etc. Mais quand même, ce cancer de la gorge, moi, ça m'a vraiment, après coup, je me suis dit, mais c'est cette vie de mensonge qui a quand même conduit à un stress immense et effectivement à avoir cette difficulté à nous parler, à nous dire ce qu'elle vivait. Parce qu'en fait, quand t'es parent, t'as ce truc de vouloir protéger tes enfants. Et ça te tient toute ta vie. Mais le jour où tu dois demander à tes enfants de te protéger, c'est pas le même chemin. Et dans l'occurrence, ma mère, elle a pas su faire ce chemin. C'est une autre génération aussi. C'est une génération finalement où on se tait plus, on dit pas les choses. Je pense pas que moi, j'agirais de la même manière avec mes enfants. Mais j'ai respecté en tout cas son parcours à elle de ne rien dire. Mais du coup, je me suis dit, ce film, pour moi, il doit pousser les gens à vouloir appeler son père ou sa mère en sortant du cinéma, quoi. C'est ça qu'il faut faire. Et j'ai beaucoup de gens qui me disent aujourd'hui, moi, après ton film, j'ai appelé ma grand-mère. Et je trouve ça génial. Parce qu'en fait, c'est des personnages, les grands-parents, voilà, cette génération de grands-parents, là, des 39-45, là, c'est une génération qui est en train de partir. Et ils ont tellement de secrets en eux, tellement d'histoires. Et je trouve ça super de pouvoir... leur poser des questions sur des sujets tabous. Et je pense que ce film, au-delà de l'aspect problématique du surendettement, c'est une affaire de non-communication, c'est une affaire de tension et de non-dit. Et qu'arriver, en tout cas, à ce que ce film puisse un peu pousser les gens à se parler, ça, je trouve ça merveilleux, ouais. Comment vous avez travaillé avec Vima Laponce, justement, qui incarne Lucille, et Johan Zimmer sur la relation frère et sœur? Parce que du coup, on voit aussi beaucoup ce rapport mère-fille que vous avez aussi traversé, et sur le rapport avec le frère qui est là quand même et qui est un élément important de cette famille. Ben, en fait, moi, j'ai beaucoup parlé de la difficulté que moi j'avais avec mon frère de communiquer. On est issus de deux mondes différents. On est aussi évidemment des mêmes parents, mais on a évolué dans des mondes différents. Et donc cette différence-là de travail, de vie sociale, etc., c'était fondamental dans la construction de la fratrie que je voulais mettre en scène là dans ce film. Ben voilà, le personnage de Johan Zimmer, il est ancré dans le réel, il est dans un travail social, il a été présent pour son père, sa mère, pour tous les problèmes, parce qu'il vit à côté, il est plus proche, et puis elle est loin, elle fait sa vie, elle est loin de tout, et quelque part, t'es plus indépendante. Et plus indépendante, et puis quelque part, t'es un peu protégée, en fait. Tu te protèges aussi de tout ça, tu t'en extrais, en fait. Donc, voilà, j'ai beaucoup parlé de ça parce que je leur disais, moi, en l'occurrence, je suis beaucoup restée près de ma mère, je me suis beaucoup occupée d'elle, je l'ai accompagnée dans tous ses soucis, et mon frère, il était loin. Et il était loin parce qu'il avait choisi de faire sa vie ailleurs. Et je leur ai expliqué à quel point c'était dur, en fait, de me retrouver souvent seule face, ta mère qui vomit, ta mère qui est pas bien, accompagnée à la chimio, à la radiothérapie. Et on a beaucoup parlé de ça. Et je leur disais, ces incompréhensions, en fait, ces attentes que tu as, mais que tu nommes pas. Parce qu'en fait, moi, j'aurais pu dire, par exemple, à mon frère, mais viens, j'ai besoin de toi, mais je l'ai jamais dit. De nouveau, c'est un problème de communication. Et j'aimais bien les accompagner sur ça, tous les deux. Je leur dis, mais en fait, vous n'avez pas réussi à vous parler. Et là, tout d'un coup, parce que tout d'un coup, hop, on soulève la cloche et il y a tous les problèmes, vous allez devoir être ensemble et trouver des solutions ensemble. Comme mon frère et moi, on a dû trouver des solutions ensemble au moment du décès de ma mère. Et la contrainte du huis clos aussi. Et la contrainte du huis clos, c'est que tout d'un coup, on revit ensemble dans la même maison, alors qu'on n'a plus du tout les âges d'être des enfants, d'être petits dans des chambres, etc. Et c'est vrai que tu vis en tant qu'adulte et tu revis à 4
alors que tu as perdu complètement l'habitude, mais tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Et tout d'un coup, tu découvres les habitudes de ton frère, de ton père, tu les revisites en fait. Et ça a créé des moments d'humour très forts entre mon frère et moi. Ça a créé des moments où, moi en étant la petite sœur, j'ai dû parler à un moment donné à mon frère et lui dire « Non mais là, elle va mourir. Là, il faut que tu lui parles, il faut que tu lui dises au revoir. » Et je sais que mon frère, tout grand qu'il est, 10 ans de plus que moi, il était pétrifié. Et moi, je trouvais ça marrant que ce soit moi qui ose lui dire ces choses-là. Et c'est vrai que tout ça, ça m'a inspiré sur les diriger tous les deux, en fait, Vimala et Yoann, sur, en fait, à la base, vous vous plaisez pas, en fait. Vous vous aimez pas plus que ça. Vous êtes frères et sœurs, mais pas plus, quoi. Et que là, votre héritage, c'est ça, c'est de regagner cet amour fraternel que vous avez un peu laissé pour compte, en fait. Donc là, il y a eu une inversion de genre, finalement. Oui, moi, j'ai fait une inversion de genre. Ouais. J'ai changé des événements, en fait. Moi, je suis la plus petite, c'est mon frère et l'aîné. Là, c'est vrai que j'ai inversé. J'ai inversé aussi les présences. C'est vrai que le petit, il est là. Le petit dernier reste proche des parents. Très souvent, c'est ça, ouais. La maison familiale, justement, vu que un de vos métiers aussi phare, c'est donc d'être dans la décoration et les costumes, etc. Comment vous avez habité cette maison? Comment vous l'avez pensée? Est-ce que pour vous, c'était évident qu'elle allait faire aussi partie de cette famille? Comment vous l'avez conçue? Alors, moi, la chance, c'est que cette maison appartient aux parents du producteur français de mon film. Donc, il m'a dit, écoute, moi, j'ai une maison à Montclus, viens voir, viens visiter le village. Le film, il a un budget de 600 000 €. Donc, tu es quand même dans un cadre budgétaire très serré. Moi, j'ai découvert Montclus. C'est un village où il y a des habitants, mais il n'y a pas vraiment de commerce, il n'y a pas tout ça. Donc, ce n'est pas du tout exactement comme ce que moi, j'avais rêvé, imaginé. Mais par contre, il y avait les maisons dans ce village qui étaient intéressantes. Et je me suis dit, moi, je ne voulais pas que mon film montre une maison... un univers social très bas. Ma mère, en fait, elle avait comme ça, elle paraissait dans un univers bien entretenu, propre, joli, charmant, etc. J'avais besoin de remontrer ça dans le film. Je ne voulais pas être dans un HLM avec 3 pots de pois chiches, quoi. Je voulais montrer vraiment une femme qui est dans le paraître. Et donc, cette maison-là, elle avait des aspects super, d'autres moins bien. Et donc, on a utilisé 2 maisons dans le village pour créer une seule et même maison. Bon, moi, évidemment, étant chef déco, ça ne me fait pas peur, ce genre de manipulation. On a trouvé les chemins avec ma chef déco, ma petite Ferry, de pouvoir relier les 2 maisons d'une manière ou d'une autre. Par exemple, les étages et le salon n'étaient pas dans la même maison? Non, pas du tout. La chambre, les chambres et l'étage étaient vraiment ailleurs. Et puis, tout ce qui était partie cuisine, jardin, c'était une autre maison, en fait. Et donc, voilà. Donc, il y avait aussi ces couleurs du sud, l'ocre, le soleil, la pierre, la végétation. Moi, je cite souvent un film... qui est un film qui s'appelle The Descendants, avec George Clooney, qui se passe à Hawaï. Et j'ai adoré ce film parce que voilà, tout se passe à Hawaï, c'est un drame familial, c'est terrible, mais ils sont tous en chemise hawaïenne. Et j'adore ce film parce que, en fait, même dans les endroits les plus beaux de la Terre, il se passe des atrocités, quoi. Et ça, j'aimais bien le tenir en direction artistique sur ce film. Donc, j'ai insisté vraiment pour qu'on tourne dans le sud. Alors que pour ma prod, c'était lourd, parce que 600 000 balles, c'est pas beaucoup. Donc, il fallait loger les gens, nourrir les gens, payer les trains, payer les voitures, les taxis. Enfin, un film, c'est tout ça aussi. C'est tous ces coûts qui ne se voient pas directement à l'image, mais qui sont quand même nécessaires. Et qui se passent vraiment dans le sud, qui sont mes racines, que je connais hyper bien, et que ça faisait sens par rapport à mon histoire aussi. Ouais. La maison donc, dans laquelle il y a le film, il y a ce petit caillou que la maman a gardé. Est-ce que ce serait plutôt un objet nostalgique ou ce serait un objet d'aujourd'hui que vous garderiez? Alors moi, là, c'est sûr, je réfléchis même pas, c'est les photos. Ok. Ouais. Ça, d'ailleurs, c'est drôle, mais... donc là, j'ai déménagé, mais dans mon appartement, mes albums photos de famille, donc vraiment toute ma famille, c'est sur une étagère près de mon lit. Parce que je sauve pas du tout mon ordi, mais je sauve mes albums photos. Parce que pour moi, c'est la trace de notre histoire, en fait. Et je sais que je ne pourrai jamais le retrouver. Donc ça, par contre, je le sauve. Le reste, je ne sauve pas. Les vêtements et tout, je laisse tomber.